Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir. Merci de venir nous voir ce soir. Merci de Vous votre rééditez invitation. L'Engagement, un récit intime et édifiant du pouvoir aux éditions Fayard. C'est la postface qui est inédite et qui est très intéressante. Vous vous projetez sur les années à venir, alors que nous sommes à quelques heures d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et on va commencer l'émission ainsi, avec ces chiffres qui s'annoncent importants d'une nouvelle mobilisation. Selon le renseignement territorial, il y aurait entre 1 million, 1 120 000 personnes demain dans les rues. J'accueille aussi Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Et bonsoir Bruno Jeudi. Bonsoir, Merci oui. d'être à mes côtés ce soir. Emmanuel Macron vient tout juste de s'exprimer pour défendre la réforme des retraites. On va l'écouter. Je pense qu'il ne faut jamais oublier de dire que cette réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens. Il dit donc que cette réforme est indispensable quand on se compare en Europe et pour sauver notre système par répartition. Sans réforme, c'est la faillite. Que répondez-vous à cet argument qui est asséné par le gouvernement ? Il y a des diagnostics qui ont été partagés à travers le Conseil d'orientation des retraites qui a établi un certain nombre de scénarios qui sont finalement le fruit de la cogitation collective des partenaires sociaux, donc des gens qui sont pour la réforme et des gens qui sont contre. Et ils arrivent quand même à autre chose que du catastrophisme. Ils nous expliquent que, un, on a le temps, deux, il n'y a pas de faillite, il y a des déséquilibres. Et trois, ce n'est pas maintenant, c'est dans quelques années que les choses peuvent s'aggraver si rien n'est fait pour y pourvoir. J'ai plutôt l'impression que la question qui est posée, c'est celle de la justice. Finalement, là, que le pays fasse des efforts, il en a toujours fait, mais que ce soit toujours les mêmes qui le payent, alors ça, c'est plus difficile. Comprenez que des impôts ont été baissés pour des tas de catégories socioprofessionnelles, il y a encore des impôts qui ont été baissés, pour moi, à juste titre, sur les entreprises. Donc, en revanche, on inflige un impôt sur ceux qui travaillent le plus longtemps, qui commencent le plus jeune et travaillent le plus dur. Et donc, il y a là un sentiment d'injustice qui n'est pas compris. Et qui est partagé d'ailleurs, y compris par-delà j'allais dire les sensibilités politiques. Donc cette obstination gouvernementale n'a pas de fondement. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'absence d'argumentation convaincante du gouvernement, alors qu'il y a une réforme des retraites qui a été faite il y a quelques années par Madame Touraine, qui a augmenté la durée de cotisation, mais qui ne remettait pas en cause pour les personnes qui commençaient très tôt à travailler le délai de départ de l'âge de la retraite, eh bien, cette injustice-là, elle est très bien comprise par les Français. Et c'est tout le sujet de la mobilisation qui s'enclenche, puisqu'il n'y a pas de discussion possible. La sémantique est importante, surtout quand on est à quelques heures de la deuxième journée de mobilisation. Je ne sais pas si vous avez entendu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui accuse la NUPES de bordéliser le pays. Bordélisation, c'est une expression qu'il reprend même ce matin quand il est interviewé par les journalistes. Est-ce que vous aussi, vous craignez un grand bordel ? Je trouve que le front uni syndical, le pacifisme de l'expression des syndicats, la manière dont ils expriment de façon très posée, très sérieuse leur argumentaire, est extrêmement rassurant. Et la façon dont, finalement, le gouvernement n'a pas réussi à éviter cette unité syndicale, ce qui est rarissime, eh bien, démontre qu'il n'y a pas d'argument pour cette réforme. Et c'est tout le problème de cette réforme, c'est qu'elle n'est pas tout à fait fondée et qu'en plus, c'est injustice. Et en plus, vous insistez sur le timing. Vous dites, en gros, ça peut être l'étincelle qui met le feu au pays. Écoutez, le pays est quand même dans un état extrêmement grave sur le plan des tensions inflationnistes. D'abord, les entreprises sont en grave difficulté avec les factures énergétiques. Je ne parle pas seulement des boulangers, mais toutes les TPE. J'en ai moi-même, des entreprises que j'ai créées. On se demande si on va continuer à produire parce qu'on produit à perte. Donc quand on produit à perte, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête. Et on licencie les gens, on va au tribunal de commerce, qu'est-ce qu'on fait ? Et enfin, il y a encore quelques mois, le patron de Michelin a quand même déclaré devant 300 personnes à Clermont-Ferrand que sa facture électrique était de 250 millions en temps normal et qu'elle est passée à 1,2 milliard. 1,2 milliard. Donc, en fait, il dit, si encore continuons comme ça, je vais être obligé de déménager Michelin de France. Donc, on est en train de voir l'industrie, le système productif s'effondrer lentement, en silence, parce qu'on distribue des chèques, mais en fait, les dirigeants d'entreprise ne veulent pas de chèques. Ils veulent juste un prix de l'électricité qui est celui auquel nos centrales nucléaires, nos barrages, nos éoliennes le produisent, c'est-à-dire à un prix tout à fait abordable, comme les Espagnols l'ont fait. On n'obtient pas ça et on passe sur un sujet qui est la réforme des retraites.
excusez-moi, aujourd'hui, en effectivité, les Français travaillent en moyenne 63 ans. Donc, on va se battre pour 64, pour un an. 63 ans et demi même. Mais oui, 63 ans en effectivité. Donc, on voit bien qu'il y a là quelque chose d'incompréhensible. Oui, Emmanuel. Si on se projette après cette réforme des retraites, vous dites dans la postface de votre livre, en gros, l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, elle est inéluctable si rien ne change. Mais après cette réforme des retraites qui est présentée comme un peu l'alpha et l'oméga de la réforme de ce quinquennat, qu'est-ce qu'il va rester comme énergie réformatrice finalement à Emmanuel Macron pour la fin de son mandat? Écoutez, moi je ne poserai pas la question comme ça, pardonnez-moi Emmanuel Le Chypre, l'énergie réformatrice. Réformer, pourquoi faire? On a besoin dans ce pays de remonter le pays. Le pays doit être réparé, il est en déclassement. D'ailleurs, j'ai noté qu'une note du Haut Commissariat du Plan, signée et préfacée par François Bayrou, parle de déclassement du pays et de déséquilibre qui s'apparente à la situation de pays en voie de développement. Je rappelle que la totalité des régions françaises, sauf l'Île-de-France, sont en dessous de la moyenne de la richesse de l'Union européenne. Donc, en dehors d'Île-de-France, la France est appauvrie, elle est tombée en dessous de la moyenne. C'est nouveau. Et c'est exactement notre problème. Donc, si vous voulez, dans un pays où il faudrait aujourd'hui travailler beaucoup plus, pourquoi? Parce qu'on consomme plus que ce qu'on produit, et ça, l'économiste que vous êtes ne me démentira pas. Je rappelle que dans la totalité de la population en âge de travailler, nous sommes à 7 points en dessous de l'Allemagne, le nombre de personnes au travail. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, il y a quand même 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, quelles que soient les catégories, donc qui voudraient travailler plus ou mieux ou différemment ou avoir un emploi. Et il y a 500 000 emplois non pourvus. Ça, déjà, si vous créez 1 million d'emplois supplémentaires, vous n'avez pas besoin de réforme des retraites. Mais vous réglez quand même à peu près tous vos problèmes de financement des services publics. C'est un peu ce qui s'est passé quand même, Arnaud Montebourg, ces derniers temps. Le chômage a baissé en France. Oui, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. D'ailleurs, je vais vous dire, aux États-Unis, il est à 3%, encore à 7%, on peut encore gagner 1 million d'emplois. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque pour réindustrialiser la France. Mais si 350, je vous donne ces éléments parce que il faudrait, d'après toutes les études, relocaliser sur le sol français pour retrouver une balance commerciale qui fait que on n'est plus dans la main de nos créanciers. On est indépendant et souverain, sujet très important et qui maintenant, je crois, fait consensus. Il faudrait qu'on relocalise 50 milliards de chiffre d'affaires sur le sol français. 50 milliards. C'est ce que ça représente. Dans tous les secteurs, puisqu'on ne fait plus rien, on produit presque plus rien, on importe. Je voudrais prendre un exemple. Il y a 9300 produits, c'est à peu près ce que consomment les Français. Sur les 9300 produits consommés usuellement par les Français, il y en a 6450 qui sont en déficit, c'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte. Et là-dedans, prenons les fruits et les légumes. 143 produits sur 5 légumes. La ratatouille, c'est l'exemple pris par le Haut Commissariat du Plan. Mais c'est intéressant. Sur les 5 produits, tomates, oignons, courgettes, ça nous fait sourire, mais c'est la vie quotidienne. Eh bien, nous sommes à 650 millions de déficit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants de l'extérieur sur quasiment tous les sujets. Vous partagez le diagnostic du président. Il faut travailler plus. Et finalement, pour vous, le problème de la réforme des retraites, c'est plus une question de timing. Mais vous n'êtes pas contre cette réforme des retraites, si on vous suit. Attendez, mais travaillez plus pour tous ceux qui ne travaillent pas, qui sont chômeurs, qui ne travaillent pas assez, qui sont à temps partiel, qui ne gagnent pas leur vie. Mais demander à ceux qui travaillent déjà de travailler plus, c'est injuste. En revanche, demander aux autres qui ne travaillent pas... J'ai vu un chauffeur de taxi. Il avait 70 ans, il avait les cheveux gris, je le voyais un peu âgé. Je lui ai dit, comment se fait-il que vous travaillez encore? Mais il dit, parce que j'ai pas assez de retraite, parce que les autres, ils ne travaillent pas. Pas assez. On n'est pas assez nombreux à travailler en France. Mais l'âge légal... Donc le sujet, c'est pas l'âge légal de la retraite qu'il faudrait prolonger indéfiniment pour ceux qui travaillent déjà dur, qui ont commencé jeunes et qui font des métiers parfois pénibles. Et vous dites 60 ans carrément ou on reste à 62? Elle a eu lieu la réforme des retraites. La réforme, elle a eu lieu dernièrement et elle est déjà... La réforme souveraine suffisait J'ai toujours défendu cette position. Donc vous êtes plutôt sur un statu quo à 62 ans. Je pense que le sujet, c'est pas la réforme des retraites, c'est l'augmentation du nombre de gens au travail dans ce pays qui vont cotiser aux caisses de retraite, aux caisses d'assurance maladie. Nous ne sommes pas assez nombreux. Et ça se pose pour tous les sujets, y compris pour la dette publique. Si on a une dette publique de 3 000 milliards, c'est pas... Bien sûr, c'est parce qu'on a beaucoup plus dépensé que ce qu'on avait. Mais c'est parce qu'on n'est pas assez nombreux à participer à l'effort collectif. Donc le sujet pour moi de mobilisation nationale, c'est la réindustrialisation du pays. Et ça suppose qu'on s'y mette tous.
Donc c'est l'unité du pays autour de la réinvention de notre économie. Marisol, et ça, c'est un travail énorme. J'ai envie de dire, c'est un travail de dingue. J'emploie souvent cette expression pour en paraphraser une autre. Le travail est colossal. Mais... Ben, c'est ça qu'il faut faire. Donc ça veut dire, au lieu de mettre le bazar dans le pays sur une confrontation pour une réforme qui, pour moi, d'ailleurs, elle va tellement se payer si cher que ses effets financiers seront annulés parce qu'il va falloir payer le prix de la majorité parlementaire. Puisque les macronistes eux-mêmes, si j'ai bien compris, ne sont pas tous d'accord, donc ils vont demander des amendements. LR, ils vont demander des conditions. Et donc, finalement, au bout du bout, je ne suis pas certain que cette réforme... Lesquelles passent, à votre avis? Je ne crois pas. Mais Marisol Touraine, donc, celle qui a fait passer la dernière réforme des retraites, à propos de l'actuelle, dit « Cette loi risque d'alimenter le populisme d'extrême droite en France ». Est-ce que vous faites le même constat? Si on reprend l'analyse que je développe dans ce petit livre, c'est que finalement, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 20 ans, on a eu la désindustrialisation avec la grande crise de 2008-2009. Tous les territoires se sont fait massacrer. Les gens ont perdu leur emploi et c'est les classes populaires, les classes moyennes, qui ont pris très cher. Après, vous avez eu l'austérité. D'ailleurs, le gouvernement auquel j'appartenais a explosé. Je suis parti parce que je n'étais pas d'accord de faire encore une fois payer la facture du rétablissement des comptes publics après la crise à ce corps central travailleur qui tient, qui fait tourner la France. C'est ceux qu'on a applaudis tous les soirs pendant le Covid. Ceux-là, ils font tourner le pays. C'est eux à chaque fois qu'il y a un événement économique négatif, c'est pour eux. Et il y a la trahison politique qui s'ensuit. La conséquence de ça, c'est que vous avez, depuis 20 ans, la facture qui est toujours payée par les mêmes. Et cette réforme des retraites, elle s'inscrit dans cette lignée. De même que l'inflation géopolitique de l'Ukraine, dans cette lignée. L'inflation écologique, dans cette lignée. L'austérité budgétaire et fiscale, dans cette lignée. La désindustrialisation, dans cette lignée. Donc en fait, tous les actes se répètent, quelles que soient les alternances, et vous arrivez à un moment où vous avez la facture. Je vais vous donner les chiffres. En 2010, quand François Hollande arrive au pouvoir, Madame Le Pen fait 6 millions de voix, 6 millions et demi. À la fin de son quinquennat, elle fait 10 millions et demi, elle a gagné 4 millions de voix. À la fin du quinquennat Macron, 5 ans plus tard, 13 millions et demi, donc elle n'est plus qu'à 1,5 million, 2 millions de la victoire. Sa victoire est... Et la victoire, c'est-à-dire comme elle gagne 600 000 voix par an depuis 10 ans, si on projette ça, mécaniquement, elle devrait donc être programmée pour l'emporter. Est-ce que l'argument... Si rien n'est fait... Vous diriez que cette réforme des retraites... Attendez, mais ça veut dire quoi si rien n'est fait? Parce que vous dites que la victoire de Marine Le Pen est programmée à la prochaine échéance présidentielle. Non, mais quand je dis elle est programmée, c'est-à-dire qu'elle découle de source si cette politique se poursuit. Et d'une certaine manière, cette réforme des retraites qui est dans la lignée de, j'allais dire, la mise à l'amende de toujours les mêmes pour payer les efforts du pays, il y a un moment... Et on voit pas bien la différence. Donc la réforme des retraites mène, parce que là, elle est décidée par Emmanuel Macron, va mener forcément à la victoire de Marine Le Pen en tout cas, ça présidentielle. Non mais attendez, soyons raisonnables, regardons les choses. On voit bien qu'il y a une énorme sécession dans le pays par rapport à l'élite. Quand vous avez... D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un député de base aujourd'hui? Je l'ai été, donc je peux vous dire ce qui se passe. Aujourd'hui, ils vont dans leur circonscription, il y a 75% des gens qui disent c'est scandaleux, pourquoi vous allez pas... Ils sont sous la pression populaire. D'ailleurs, c'est fait pour ça, un député. Un député, on l'envoie à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse répondre du peuple. Parce que le président, il est dans son palais, mais le député, il est dans sa circonscription. Donc, évidemment, on peut l'atteindre, on peut lui serrer la main, parfois lui serrer un peu fort, quand on n'est pas content, lui tirer l'oreille, etc. Donc, cette sensation pour eux, c'est qu'aujourd'hui, il y a entre 70, pas loin de 70% des gens, et plus le temps passe, plus on argumente sur cette réforme, moins la population est d'accord. Donc, ils sont en train, peut-être, d'obtenir que leurs représentants votent comme eux. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait plusieurs députés macronistes, j'en connais certains, qui ont dit « Ah ben oui, mais nous, on ne va pas la voter. » Et donc, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité dans le pays, il n'y a pas de majorité au Parlement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on entend, notamment à gauche, la NUPES, qui est un rassemblement de partis, qui s'est lancé dans une chasse aux riches, et avec Jean-Luc Mélenchon comme fer de lance? Est-ce que vous pensez que c'est bien raisonnable comme ligne politique? On va écouter Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez bien, comme ça vous allez mieux lui répondre. On l'écoute. Les riches
sont responsables du malheur des pauvres. Voilà la vérité, celle qu'il faut dire. Il n'y a aucun besoin de vous obliger à travailler davantage, parce que cela signifie que certains d'entre vous n'en verront jamais le bout et auront passé leur vie entière à marner. Il a raison. Écoutez, je désapprouve ce propos. D'abord parce que, comme j'ai entendu qu'on fustigeait les milliardaires. Moi, je suis pour qu'il y ait le plus possible de milliardaires en France. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a besoin qu'ils payent beaucoup d'impôts. Et si on veut demander la participation de ceux qui ont les moyens à la solidarité nationale, il faut qu'ils soient là. Donc moi, je suis désolé, les expéditions punitives contre les sapins de Noël, le Tour de France, les barbecues, les corridas, la sauce tomate sur les chefs-d'œuvre dans les musées, et maintenant les milliardaires, ce gauchisme culturel-là, je pense qu'il fait le lit de l'extrême droite. Voilà, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'en fait, les gens à peu près raisonnables se disent, ben là, on n'a pas d'alternative. L'alternative, elle sera donc de l'autre côté, à l'affaissement du macronisme. Voilà la conséquence. Non, moi, je trouve que c'est des propos irresponsables. Le compromis dans un pays, c'est un compromis entre les riches et les pauvres. Un compromis social, c'est un compromis entre ceux qui détiennent le capital et ceux qui travaillent. Ce n'est pas l'écrasement des uns ou des autres. Donc ça, le travail politique que doit faire un responsable politique, c'est d'unifier et non pas de fustiger en isolant pour exciter la population contre une certaine catégorie. Je n'ai aucune affinité avec M. Bernard Arnault, puisqu'il est la cible de ses critiques, mais j'ai noté que ces 120 000 personnes qui travaillent en France dans LVMH, c'est des milliards de cotisations et d'impôts qui sont versés, y compris au régime des retraites, parce qu'ils sont en France. Bon, bah écoutez, Lui, ça se il regarde. parle de 160 000 emplois en comptant les fournisseurs, parce qu'il y a les 15 000, emplois en oui, France et les emplois 15 000 dans le je me suis trompé, 40 000, Et 15 000 embauches par an. Voilà. En fait, à un Donc, moment, et je veux dire, on en connaît sur le territoire. Il y a beaucoup de travail pour l'exportation, puisque tout ça part à l'étranger. Et c'est la très question peu de la consommé en répartition France. des richesses. C'est d'ailleurs à la France Insoumise, c'est Manuel Bompard qui dit c'est immoral d'être milliardaire aujourd'hui. Parce que où ensuite va l'argent? Est-ce qu'il est bien redistribué? C'est tout le sujet de l'impôt sur la fortune qui a été supprimé. C'était un impôt qui permettait de faire cotiser ceux qui disposent du patrimoine aux biens collectifs. C'est pour ça que je suis pour qu'il y ait des milliardaires, pour qu'ils puissent payer beaucoup d'impôts en France. Mais finalement, je vois plus très bien votre différence avec Emmanuel Macron. Tout ce que vous dites, vous dites, il faut qu'il y ait le plus de milliardaires possible. Il faut que la France soit hyper attractive, parce que j'imagine bien que si vous voulez réindustrialiser, on n'attirera pas des mouches avec du vinaigre. Or, le pays est redevenu. Vous voulez attractif. réindustrialiser comme Vous voulez qu'il y ait Macron. beaucoup plus de gens qui travaillent. Donc, j'imagine que la réforme de l'indemnisation du chômage, vous déplaît pas forcément. Donc, finalement, c'est quoi la différence? Et quand vous dites il faut que ça change, c'est quoi les quelques mesures de politique économique emblématiques qu'il faudrait prendre comme ça pour déclencher ce sursaut? Eh bien, d'abord, ne pas faire cette réforme de retraite, premièrement, qui ne sert à rien, et qui est injuste. Deuxièmement, il y a un plan de relance de 54 milliards. Avec cet argent, on va être obligé de remonter des boîtes, pas de faire des appels d'offres. C'est bien les appels d'offres avec des jurys. Ils veulent tous. C'est vrai, l'administration, quand on fait de l'économie, elle veut tous nous faire passer les concours de l'ENA. Bon, mais non, les jurys, tout ça, non. Il va falloir qu'on invente un nouveau système dans lequel on va utiliser l'argent public et l'argent privé pour travailler ensemble et inventer la nouvelle économie. C'est un travail qui n'a jamais été fait, finalement, sauf à l'époque du gaullisme. Mais là, ça venait d'en haut. Ça tombait d'en haut. C'était le plan calcul, le plan Concorde, le plan spatial, le plan nucléaire. Et puis, c'était l'État qui faisait tout seul. Et il allait, il donnait du travail à des entreprises privées sous-traitantes. Là, on a besoin des entrepreneurs, on a besoin des entreprises, et on a besoin d'argent public, on a besoin de la recherche publique, de la recherche privée. Donc, en fait, c'est un travail d'unification. On a besoin des syndicats, parce qu'ils sont dans les filières, ils connaissent les sujets, les boîtes. On a besoin du patronat. Donc, on a besoin de tous travailler ensemble. Et on a besoin des territoires, parce qu'il va falloir pas le faire en Île-de-France. Il va falloir le faire là où c'est le désert français maintenant. C'est-à-dire, plus rien. Tout a été arasé par les crises économiques à répétition. Mais ce travail-là, c'est un travail de titan qui justifie que, au lieu de diviser les Français, on les unifie. Et franchement, ça pourrait être le résultat, et il faudra que ce soit le résultat de ces années qui viennent de s'écouler,
On a perdu beaucoup. Donc il va falloir relocaliser sur le territoire. Il ne faut pas attendre des capitaux étrangers qui viennent voir. Ils viennent construire des entrepôts logistiques en France et des emplois de faible valeur ajoutée. Donc c'est à nous de les créer, ces usines, de remonter l'agriculture qui est en grave difficulté. On parle souvent des friches industrielles. Je vais vous parler des friches agricoles. 20% de la surface agricole utile n'est pas exploitée aujourd'hui parce que les agriculteurs ne gagnent pas leur vie et qu'ils n'arrivent pas à continuer leur exploitation, que les jeunes ne veulent pas venir. Donc, ce sont des terres qui sont abandonnées, qui ne sont pas exploitées ou sous-exploitées. Donc, ça, c'est la France de la défaisance. Eh bien, franchement, vous ne croyez pas qu'on mériterait mieux en ce moment? On mériterait de s'unir pour ça. Donc, vous me dites, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec Macron sur le nucléaire. Enfin, on a une stratégie, on a un cadre. Mais on a quand même fermé Fessenheim il y a 3 ans. Hein, on a mis à la poubelle. On a une enquête à 21h. On a mis à la poubelle, on a quand même mis à la poubelle, excusez-moi, 8 milliards de recettes pour EDF. C'est une usine qui avait été refaite, qui était neuve. Oui, vous voyez, la NUPES NUPES attaque le nucléaire. Mais moi, je suis désolé, je voudrais dire une chose. La totalité du transport aérien des Français, c'est l'équivalent d'une centrale à charbon allemande. Donc moi, je propose à la NUPES d'aller manifester contre les centrales à charbon en Allemagne et laisser le nucléaire se rebâtir en France. Voilà. Et les 600 centrales à charbon qui se construisent chez les Chinois et chez les satellites de la Chine, c'est là qu'est le sujet. Puisque c'est eux qui nous mettent en difficulté sur le plan planétaire et climatique. Et donc, notre sujet, c'est comment on arrête d'importer des produits venus de 7 endroits du monde et qu'on les remplace par ceux qu'on va produire ici. Ça, c'est la seule chose à faire quand on est un écologiste. Il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est un travail de souveraineté économique et industrielle. Donc, les écologistes et les souverainistes devraient s'entendre. C'est ça qu'il faudrait faire. Et ça, il y en a un qui peut le faire, c'est M. Macron. Voilà. Mais ça, il ne le fait pas. S'entendre pour mener cette grande politique de reconstruction. Et vous savez, ça a été fait en 1945, 46, 47, quand on a remonté le pays. Sur les photos sépia, on voit nos ancêtres qui bossaient, ils étaient tout maigres, ils n'avaient rien à bouffer pendant toutes ces années. Mais ils l'ont fait. Eh bien, il faut le refaire. Vous êtes en colère contre les écolos? Non, je ne suis pas en colère. Si, parce que tout à l'heure, je suis en colère contre la gauche. Non, mais je suis libre. Vous avez des remords par rapport à 2012? Parce que finalement, ça remonte à 2012. C'est quand même l'accord entre François Hollande et les écologistes, la fermeture de Fessenheim. Mais vous avez parfaitement raison. Je fais partie. J'ai été d'ailleurs, à l'époque, j'étais ministre dans ce gouvernement. J'ai déclaré, à l'époque, je venais d'arriver en fonction, j'ai dit la filière nucléaire est une filière d'avenir. Bon, je me suis fait convoquer, on m'a dit tu peux pas dire ça, tu as raison mais il faut pas le dire. J'ai dit bah si j'ai raison, je vais le dire, c'est mieux. Donc vous voyez, cette hypocrisie, ces faux semblants, il faut assumer ses positions. Donc excusez-moi, je suis juste libre. Mais non, mais vous dites je suis en colère contre la gauche des sapins de Noël, la gauche des corridas, la gauche qui est contre les barbecues. Et d'ailleurs, je vois dans votre postface, il y a une pique que vous envoyez d'ailleurs directement à Sandrine Rousseau avec son éloge de la paresse. Ça vous a énervé? Je ne nommerai pas cette locutrice. Je me contenterai de dire que la valeur travail, ce n'est pas une valeur de droite ou une valeur de gauche, c'est une valeur humaine. Les sociétés, elles se sont bâties par le travail. Et c'est comme ça qu'on a créé de la richesse et qu'on a réussi à la partager. Donc l'éloge du farniente, je ne crois pas que ce soit intelligent. D'ailleurs, il faudrait relire l'International. 1888, Eugène Pottier, auteur français, l'oisif ira loger ailleurs. Ça veut dire que on n'aime pas les oisifs quand on chante l'International le poing levé. Mais Victor Hugo, Lula, tous ont un jour ou l'autre, alors que c'était des hommes qui étaient des humanistes, des hommes de gauche. On fait l'éloge du travail. Ouais. On fait l'éloge du travail. Même Maurice Thorez. Plus près de nous, vous êtes plutôt partagé ça avec Fabien Roussel qui, lui, pense qu'il faut défendre le parti du travail et pas faire de la France uniquement une France des allocations. Je vous confirme que Fabien Roussel m'est très sympathique. Oui, mais par contre, il y a quand même un sujet sur le travail. Parce que c'est vrai qu'il y a la question de trouver du travail, il y a la question, mais il y a aussi la question d'une partie, peut-être chez les plus jeunes, du rapport au travail qui a quand même changé. Comment on réenchante le travail aujourd'hui? C'est un problème mondial, c'est pas un problème français. Oui. Vous avez la grande démission aux États-Unis où le salarié a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir de manière, il a dit bon maintenant c'est peut-être mon prix, c'est plus tellement celui du marché. Puis deuxièmement, il a dit moi je veux pas travailler pour les autres, je veux travailler pour moi. Et donc, cette nouvelle forme de travail, elle a un sens. Pourquoi? Parce que le capitalisme financier a quand même dévoré les efforts d'un grand nombre de gens qui se disent « Mais à quoi ça sert que je travaille pour enrichir les actionnaires ?»
Moi, qu'est-ce que j'en reçois? Donc, il va falloir inventer le partage dans l'entreprise. C'est-à-dire, finalement, pour moi, le meilleur moyen, c'est que le salarié devienne l'actionnaire de son entreprise. Et là, le partage, il aura lieu. Et aujourd'hui, les Français sont pas tout à fait encore sensibles, mais c'est une cause qui progresse. Parce que le salaire, c'est ce qui tombe chaque mois. Mais cette question-là, elle est fondamentale dans les PME, dans toutes les grandes ou petites entreprises. Vous avez ce questionnement, c'est-à-dire quel est le sens d'un travail qui généralement n'est pas toujours gratifiant. Ça, c'est la division du travail, et surtout un travail dans lequel j'ai perdu tout le sens, puisqu'en fait, je travaille pour les autres. Merci. Et beaucoup veulent travailler pour eux-mêmes, et je vais vous dire, c'est le sens de l'histoire. C'est l'évolution du système économique. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir Merci été avec beaucoup. nous ce soir. Merci Bruno, merci Emmanuel. Tout de suite, notre enquête sur le nucléaire français, justement.